En 2026, donc, littéralement cette année, il y a un aéroport gigantesque qui va entrer en service en plein milieu de l'océan, sur une île qui n'existait même pas il y a quelques années. Ouais, c'est un truc de fou et c'est loin d'être le seul projet de ce genre. Exactement. Ailleurs, tu as un bâtiment historique, on parle d'un mastodonte de 8200 tonnes, qui vient littéralement de se lever sur des vérins hydrauliques pour marcher sur le côté. Marcher, oui, c'est vraiment le mot. Tout ça juste pour laisser passer un chantier de métro. Donc oubliez la truelle, le ciment coulé à la main, les échafaudages qui n'en finissent plus. Moi, je suis ravie de lancer cette nouvelle exploration en profondeur aujourd'hui. Notre mission, pour quiconque nous écoute, c'est vraiment de décoder comment l'intelligence artificielle, la biologie et la robotique avancée sont en train de pirater le secteur de la construction. C'est exactement ça. Mais je pense qu'il est crucial de poser un petit cadre analytique avant de plonger là-dedans. Je suis ravi d'être là, mais je veux préciser un truc. Vas-y, je t'écoute. Les vidéos et les documents sur lesquels on se base aujourd'hui ont parfois un ton qu'on pourrait qualifier, disons, de sensationnaliste. Ouais, le fameux discours du genre ils ont un siècle d'avance sur le reste du monde, tout ça. Voilà, exactement. Donc notre démarche ici, pour cette analyse, c'est vraiment d'extraire froidement les faits. On va regarder les mécanismes, les chiffres documentés, et on laisse totalement de côté tout l'angle géopolitique ou narratif. On se concentre uniquement sur la réalité de l'ingénierie. Bon, décortiquons tout ça. La promesse pour notre auditoire, c'est qu'à la fin de cette exploration, l'idée même de ce qu'est un bâtiment, un pont ou une ville aura radicalement changé. On va parler de barrages imprimés en 3D, de gratte-ciel en kit, bref, de trucs qui arrivent là, maintenant. Et la clé de voûte de tout ça, le vrai secret, c'est la redéfinition du temps et de l'espace sur un chantier. Le temps, c'est le nerf de la guerre, de toute façon. Bah oui, traditionnellement, c'est la ressource la plus dure à maîtriser. T'as les intempéries, les retards de livraison, les erreurs. Pour compresser des années de travail en quelques jours, l'ingénierie moderne a fait un truc simple, enfin, simple sur le papier. Ils ont fait quoi alors? Ils ont pris le chaos d'un chantier en extérieur et ils l'ont déplacé vers la précision clinique d'une usine. Ce qui nous amène direct au projet Mini Sky City. Ça illustre cette compression du temps d'une façon qui défie complètement la logique. Les sources parlent d'un gratte-ciel de 57 étages, 204 mètres de haut, assemblé en seulement 19 jours. 19 jours pour 204 mètres, oui, Normalement, monter un truc pareil, ça prendrait quoi, 2 ou 3 ans au bas mot? facile, ouais. La méthode ici, c'est la construction modulaire. En gros, 95% du bâtiment est préfabriqué en usine. Mais préfabriqué comment? Genre juste les murs? Ah non, pas du tout. En usine, on ne se contente pas de couler du béton. On intègre déjà la plomberie, le câblage électrique, l'isolation, la ventilation, tout ça directement dans des modules en acier en 3 dimensions. Ah ouais, d'accord. Le truc est livré clé en main, quoi, presque. Et surtout, le contrôle qualité se fait au laser, bien à l'abri du vent et de la pluie. Quand les modules arrivent sur le site, le chantier, c'est plus un chantier, c'est une chaîne d'assemblage. C'est comme jouer à Tetris, mais avec des blocs d'acier géants. C'est exactement ça. Les pièces s'emboîtent avec une tolérance de l'ordre du millimètre. Elles sont fixées par des systèmes de boulonnage à haute tension, des soudures automatisées. L'entreprise est tellement sûre d'elle qu'elle prévoit d'utiliser la même logique pour une tour de 220 étages. Attends, 220 étages, montés comme des Legos. Pour quiconque a déjà vu les fondations d'une maison normale se fissurer au bout de 5 ans, l'idée d'empiler des modules à plus de 200 mètres de haut à cette vitesse, ça fait un peu peur, hein. C'est une réaction supernaturelle. Comment on garantit que cette standardisation extrême, qui est clairement pensée pour la vitesse, ne sacrifie pas la sécurité? Face à un tremblement de terre ou des vents violents, ça tient le choc? Eh ben, c'est ça l'ironie de la construction modulaire. Souvent, c'est structurellement beaucoup plus robuste qu'un bâtiment traditionnel. Ah bon? Mais comment c'est possible? Parce que chaque module individuel doit être conçu pour survivre à son propre transport. Ah bah oui, les secousses sur le camion. Voilà, le camion, puis la tension massive d'être soulevé par une grue géante. Tout ça avant même d'être intégré à la tour. Du coup, l'armature de chaque pièce est complètement surdimensionnée. Donc, au lieu d'avoir un seul grand squelette pour tout le bâtiment, on a... On a une redondance de cadres en acier qui s'imbriquent les uns dans les autres. C'est une maîtrise mathématique totale de la masse et de la rigidité. Et c'est cette maîtrise qui permet des trucs qui ont l'air magiques. Ce qui nous ramène à cette histoire complètement dingue du complexe Wyon-Licumène, le bâtiment historique de 8200 tonnes dont on parlait. Ouais, un exploit absolu. D'habitude, quand tu veux construire un métro ou un centre commercial juste en dessous d'un vieux bâtiment, tu le démolis.
C'est la procédure standard, oui. Mais là, ils ont décidé de déplacer le bâtiment entier. Et attention, on parle pas de le faire glisser sur des rondins de bois, là. Non, le mécanisme pour déplacer 8200 tonnes de maçonnerie sans créer la moindre micro-fissure, c'est un pur chef-d'œuvre de synchronisation des fluides. En fait, l'équipe a d'abord excavé sous les fondations Pour faire quoi? pour couler une immense dalle de béton renforcée, avec des rails dessus. Ensuite, ils ont glissé des centaines de vérins hydrauliques robotisés directement sous la structure. Mais attends, une question bête. Comment on fait pour éviter que le bâtiment ne se brise en deux? Je veux dire, si un groupe de vérins enlève le truc d'1 millimètre plus vite que l'autre côté, la torsion détruit tout. C'est le danger numéro 1. Et c'est là qu'interviennent les capteurs de pression et les automates. L'ordinateur central surveille la charge de chaque vérin en temps réel. Si la pression augmente un peu trop d'un côté, le système réajuste instantanément le flux de fluide vers les autres vérins, Donc le levage reste parfaitement à niveau. au millimètre près, et ensuite, la marche commence. Les vérins sont divisés en 2 groupes. Le premier groupe pousse le bâtiment horizontalement sur les rails, puis le second groupe se rétracte, avance, se fixe à nouveau, et ça recommence. Le truc a littéralement fait un pas chassé géant pour attendre la fin des travaux du métro. Exactement. Et après, il a refait le chemin inverse, pour retourner à sa place. C'est ahurissant. Et cette logique de l'hydraulique massive, on la retrouve aussi dans les tours, avec le coffrage auto-grimpant. Nos sources expliquent qu'au lieu de monter des échafaudages à l'infini, c'est une usine entière qui grimpe. C'est ça. C'est un moule de plusieurs centaines de tonnes qui enserre le sommet du bâtiment et qui se hisse tout seul avec des vérins hydrauliques en s'appuyant sur le béton de l'étage du dessous qui vient tout juste de sécher. Hyper ingénieux. Sauf que, une fois qu'on a optimisé les matériaux, préfabriqué les structures et automatisé le levage, on tape dans un nouveau mur, Lequel? l'être humain. On devient le goulot d'étranglement de l'efficacité. Bah oui, parce qu'on a des besoins physiques, mine de rien. On a besoin de lumière pour voir ce qu'on fait, de dormir, de faire des pauses. Et surtout, il faut déployer des infrastructures de sécurité énormes pour nous protéger. Absolument. Et pour maintenir des cadences extrêmes, la solution documentée dans ces nouveaux projets, c'est radical. On retire complètement les humains de l'équation physique. C'est l'ère du chantier fantôme. C'est le terme. L'exemple le plus frappant, c'est le barrage de Yangchok sur le plateau tibétain. C'est pas un petit mur, c'est une structure de 180 mètres de haut. Et la méthode de construction, c'est de l'impression 3D à grande échelle, faite par des machines totalement autonomes. Il faut préciser pour notre auditoire que quand on parle d'impression 3D ici, on ne parle pas d'une buse géante qui dépose du plastique. Non, pas du tout. C'est une coordination de dingue. On parle de flotte de camions-bennes, de bulldozers, de rouleaux compresseurs, le tout sans aucune cabine de pilotage. La source explique que tout est géré par une intelligence artificielle centrale. Mais comment cette IA fait pour gérer autant d'engins lourds sur de la terre, dans la boue, sans qu'ils se rentrent dedans? En fait, l'IA ne fonctionne pas sur des petits rails virtuels préprogrammés. Elle a une vraie conscience spatiale en temps réel. Chaque engin est couvert de capteurs LIDAR et de GPS ultra précis. Donc ils voient leur environnement? Voilà. Quand un camion déverse sa terre, le système central recalcule instantanément la topologie 3D du chantier. Et paf, il envoie au bulldozer le parcours parfait pour étaler la terre. Ensuite, le rouleau compresseur passe. C'est fascinant. Et le meilleur, c'est que le rouleau a des capteurs de densité. S'il sent que le sol n'est pas assez compact, l'IA lui dit de refaire un passage. Et en même temps, elle dévie le camion suivant pour éviter un embouteillage. C'est une boucle d'adaptation en continu. On dirait vraiment une partie du jeu vidéo StarCraft. Tu sais, quand une intelligence centrale déploie ses unités mécaniques de manière parfaitement chorégraphiée, comme une nuée d'oiseaux, il n'y a pas de chef d'orchestre au milieu, mais l'algorithme s'adapte en direct. C'est la métaphore parfaite. Résultat TT, une synchronisation parfaite, jour et nuit, qu'il pleuve ou qu'il neige, sans aucun humain qui risque sa vie. Il prévoit de finir ce barrage colossal en moins de 2 ans. Moins de 2 ans. C'est fou. Mais il n'y a pas que les barrages. La source parle aussi des voies ferrées à très grande vitesse. Le système est automatisé à 90%. Ouais, des tracteurs contrôlés par IA qui posent et soudent jusqu'à 2 km de rails par jour. Et pour les bâtiments, on a des robots maçons. Guidés par laser, qui vont 10 fois plus vite qu'un humain, et des robots plâtriers pour lisser les murs avec une précision parfaite. Et ça ne s'arrête pas au sol. L'espace aérien est aussi réquisitionné. On a vu ces images de drones de levage lourd en pleine montagne. Au lieu d'envoyer des ouvriers ou des hélicos qui sont super dangereux avec les courants d'air dans les vallées, on envoie des machines pour tirer les câbles de ponts suspendus. Et c'est ça qui est fondamental.
En retirant la vulnérabilité humaine, on déclenche un effet domino cool. L'ingénierie n'a plus du tout peur de la géographie. C'est vrai, les environnements extrêmes deviennent des simples variables mathématiques dans un logiciel. Exactement. Le pont du canyon de Huajiang, c'est le cas d'école. Il est suspendu à plus de 600 mètres au-dessus du vide. À cette hauteur, tu peux pas construire une grue classique en partant du sol, c'est mort. Donc la solution, c'était de créer un système de grues à câbles tissés de part et d'autre de la falaise. Mais descendre une poutre d'acier de 21 000 tonnes au bout d'un câble de 600 mètres de long avec les rafales de vent dans la vallée, c'est suicidaire, non? Et ben c'est là que la gestion des données massives prend le relais. La précision demandée, c'est le millimètre pour aligner les trous des boulons. Mais le vent, c'est même pas le pire. Le vrai cauchemar, c'est la dilatation thermique. Ah, la chaleur du soleil sur le métal? Voilà. En plein soleil, une poutre de cette taille s'allonge de plusieurs centimètres. Ce qui fausse complètement les points de connexion. Tout est décalé. Donc, pour contrer ça, toute la structure est bourrée de capteurs connectés en temps réel à Internet. Des objets. Ça mesure la température, la tension, l'oscillation. Et ça communique avec les satellites de navigation Beidou, c'est ça? C'est ça, pour un positionnement ultra précis. L'algorithme prend tout ça et ajuste la tension des câbles de la grue au millimètre près, en permanence, pour compenser la chaleur et le vent. En fait, c'est l'information qui force la matière à obéir. C'est fou. Et cette domination technologique, on la voit aussi face au climat, genre avec la centrale de Kéla? Ah oui, sur le plateau tibétain. Il y fait facilement moins 30 degrés. C'est la plus grande centrale hybride hydro-photovoltaïque au monde, 16 millions de mètres carrés. Et c'est pas un hasard si on associe de l'eau et le soleil ici. Non, c'est hyper stratégique. Le gros point faible du solaire, c'est l'intermittence. Le soleil tape fort à midi, mais c'est pas forcément là qu'on a le plus besoin de courant. Donc à Kéla, ils font quoi? Avec l'énergie solaire en trop au milieu de la journée, ils pompent l'eau en amont vers le réservoir du barrage hydroélectrique. D'accord, ils remontent l'eau. Voilà, on appelle ça le pompage-turbinage. Et la nuit, quand les panneaux ne produisent plus rien, ils laissent l'eau redescendre dans les turbines pour faire de l'électricité. Le barrage sert littéralement de batterie gravitationnelle géante pour le solaire. Brillant. Et même le monde souterrain est dompté. Les tunneliers modulaires sont dopés à l'IA pour ajuster leur vitesse dans la roche, sans humain. Et quand on manque de terre ferme, on la fabrique carrément. C'est l'aéroport de Dalian Jinzhuan dont on parlait au début, le plus grand aéroport offshore du monde, sur une île artificielle. On remplit l'océan de sable pour faire atterrir des avions. Et il y a même une technique pour manipuler les infrastructures existantes avec une espèce de force tranquille incroyable. Je pense au pont rotatif. Ah oui, construire un nouveau pont au-dessus d'une autoroute sans jamais arrêter la circulation en dessous. C'est ça. Sur le papier, l'idée de construire un pont parallèlement à la route et ensuite de faire pivoter des milliers de tonnes au-dessus des voitures qui roulent, c'est terrifiant. Et ça fait peur, ouais. Mais le secret, c'est le pilier central. C'est pas un pilier classique. Il est conçu comme un roulement à billes sphérique géant, lubrifié et actionné par l'hydraulique. Ok. Le pont est construit avec un équilibre des masses absolument parfait de chaque côté. Du coup, une fois fini, les vérins le font pivoter de 90 degrés tout doucement. La symétrie est tellement parfaite qu'il faut un minimum d'effort pour bouger l'ensemble. Mais tout ça, tu vois, ça me fait réfléchir à un truc. On repousse les limites de manière vertigineuse. On dompte les canyons, on brave le froid extrême, l'océan. Mais construire des îles artificielles ou imposer des milliers de tonnes d'acier à des vallées sauvages, ça reste de la force brute contre la nature. Est-ce qu'on n'arrive pas à un point de rupture où l'environnement finit par rejeter cette intrusion? C'est exactement là que ça devient fascinant. Et c'est l'évolution la plus profonde qu'on trouve dans nos sources. L'aéroport de Dalian, c'est de la domination pure, on est d'accord. Mais une autre catégorie de projets montre un changement de paradigme total. On passe de la domination à la coopération biologique. C'est-à-dire? La technologie ne sert plus à construire des forteresses de béton inerte, mais des organismes urbains qui interagissent avec la nature. Comme le fameux béton autoréparant. L'exemple parfait. Franchement, sur le papier, ça ressemble à de la science-fiction. Comment une autoroute, genre l'autoroute de Fungai, peut cicatriser toute seule après l'apparition d'une fissure? Ça relève de la microbiologie. Quand ils fabriquent le béton, les ingénieurs mettent dedans des microcapsules qui contiennent des bactéries dormantes, souvent des souches de type Bacillus. Des bactéries dans le ciment? Ouais, et ils ajoutent leur nourriture, du lactate de calcium. Tant que le béton est sec et intact, les bactéries dorment, bien à l'abri. Mais si une fissure apparaît? L'eau de pluie s'infiltre. Précisément. Et là, l'eau dissout la capsule. Les bactéries se réveillent, elles commencent à manger le lactate de calcium. Et le sous-produit de cette digestion, devine ce que c'est? Du carbonate de calcium? Du calcaire? Voilà.
Le calcaire cristallise et bouche complètement la fissure de l'intérieur, ce qui empêche l'eau d'aller rouiller l'armature métallique au centre. Le béton saigne littéralement du calcaire pour guérir sa propre blessure. C'est dingue. On donne un système immunitaire à l'infrastructure. Et ce truc organique, on le retrouve à l'échelle de villes entières avec les villes éponges. Un concept majeur. Parce que le drame des villes modernes, c'est l'asphalte. L'eau ne pénètre plus, ça sature les égouts, ça fait des inondations. Mais au lieu de construire des murs en béton plus haut, des zones comme Lingang ou le parc aquatique de Queenly Storm utilisent une approche métabolique. La ville devient une éponge géante en fait. On met des trottoirs perméables qui boivent l'eau, des jardins de pluie, des forêts urbaines avec des racines qui ralentissent le courant. Au lieu de chasser l'eau, on la stocke, le sol la filtre, ça recharge les nappes phréatiques et ça rafraîchit la ville l'été. La ville respire au rythme de la pluie. Et cette fluidité biologique, on la voit même dans le design, grâce à l'impression 3D. Le parc de l'AICT, 5500 mètres carrés imprimés en 2 mois et demi. Les bancs, les murs, les sculptures, on oublie les lignes droites toutes moches. Ce sont des courbes fluides qui s'intègrent à la topographie. Pareil pour ce pont piétonnier à Shanghai. Des bras robotiques ont passé 450 heures à imprimer des blocs qui, une fois assemblés, ressemblent à des os ou des fibres végétales. Cette esthétique organique, elle va de pair avec des bâtiments qui deviennent autonomes et dynamiques. Un bâtiment n'est plus un bloc statique. Prends le centre culturel Fossune, sa façade est cinétique. Ça bouge, c'est ça, hein? Ouais, des voiles métalliques sur des rails motorisés qui se déplacent super lentement au fil de la journée. Ça change la forme du bâtiment et ça régule la lumière à l'intérieur. Comme la pupille d'un œil qui s'adapte au soleil. Et le centre d'Angy, c'est encore plus poussé. Son toit géant à la forme de feuilles de bambou, c'est pas juste pour faire joli, c'est mathématiquement calculé pour récupérer l'eau de pluie qui est ensuite filtrée et balancée dans le système de climatisation pour refroidir le bâtiment de 120 000 mètres carrés. Et que dire du projet des tours Phoenix à Wuhan? Ah, ça c'est le paroxysme de l'hybridation technologique et biologique. Une structure d'1 kilomètre de haut sur une île au milieu d'un lac. 1000 mètres de haut, avec le plus haut jardin suspendu du monde. Tout est tapissé de panneaux solaires, ça utilise la géothermie du lac, la biomasse, l'hydrogène. La tour entière agit comme une cheminée géante pour ventiler la ville et filtrer la pollution de l'air. Et en parlant de filtres, la source mintre aussi ces fameux dômes gonflables géants. Oui, sur les chantiers. Ils enferment complètement les chantiers à l'intérieur de ces bulles pour bloquer le bruit, mais surtout pour filtrer la poussière et empêcher la pollution de toucher le quartier autour. La ville devient vraiment un rein et un poumon géants. Si on résume un peu toutes les données qu'on vient de voir, le changement de paradigme est total. L'architecture de pointe, ça se définit plus par la taille ou par les tonnes de béton. Le vrai truc aujourd'hui, c'est la résilience métabolique. Les infrastructures doivent s'auto-maintenir, s'adapter, cicatriser. Ce qui amène une conclusion qui bouscule un peu tout. Si nos villes sont imprimées par des algorithmes, construites par des IA sans humains, si elles marchent sur des vérins et si leurs murs guérissent grâce à des bactéries, est-ce qu'il ne faut pas arrêter de voir la ville comme du matériel, comme du hardware? C'est la conclusion philosophique parfaite. La ville de demain, elle fonctionne sur le modèle du logiciel, du software. Elle n'est jamais figée. Elle reçoit des mises à jour via l'intelligence artificielle, elle se reconfigure avec des modules, elle s'autorégule de façon biologique. Un bâtiment ne sera plus livré le jour de son inauguration pour ensuite juste vieillir. C'est un système d'exploitation vivant. C'est un parcours incroyable quand on y repense. On le commençait avec des gratte-ciel assemblés en 19 jours, des barrages montés par des IA fantômes. On a vu 8000 tonnes de maçonnerie se lever pour marcher, et on finit sur du béton qui saigne du calcaire pour rester en vie. La frontière entre l'artificiel et le vivant est complètement en train de s'effacer. Et ça laisse une réflexion hyper profonde pour notre auditoire. Si nos bâtiments deviennent autoréparants, s'ils sont virtuellement immortels et tout le temps mis à jour, comment notre psychologie va-t-elle gérer ça? Comment ça va redéfinir notre notion intime du foyer, de la maison de famille? C'est clair ? Imaginez que la maison de nos petits-enfants ne sera plus un simple abri de briques, mais un véritable organisme vivant, presque un membre de l'écosystème familial. C'est le vertige intellectuel total. L'ingénierie, c'est plus forger de la roche, c'est cultiver de la technologie. Donc, on invite quiconque nous écoute à vraiment garder l'œil ouvert sur son propre environnement urbain. La prochaine fois que vous verrez un chantier ou une grue, demandez-vous quelle intelligence tire les ficelles. Et si les murs à côté de vous ne sont pas en train, doucement, de cicatriser. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour une nouvelle analyse en profondeur.